Vous écoutez RMC. 6h-9h, RMC Direct. Mathieu Rouault. 8h40, vous écoutez RMC. Notre invité ce matin, Patrick Pelloux, bonjour. Bonjour. Médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France, l'AMUF. Patrick Pelloux, l'équilibre est fragile. Nous pouvons basculer à tout moment. C'est ce qu'écrit le Conseil scientifique. Êtes-vous inquiet ? Non, je suis pas. On est dans la suite logique de l'épidémie. Il y a des foyers. Il faut pas avoir peur. Faut pas être inquiet parce que par rapport à ce qu'on a connu, par exemple en février ou en mars, où d'un coup on était dans une espèce de mystère par rapport à cette maladie. Les connaissances scientifiques ont augmenté. On a su comprendre comment évoluer cette maladie. On a su résoudre des questions qu'on se posait parce que les Chinois, les informations qu'ils avaient envoyées étaient fausses. Et puis par rapport à ce qui s'est passé par rapport à février, là on a les tests. On sait que le masque protège est un bon moyen d'éviter la contamination et que nous avons le gel hydroalcoolique et que quelque part, nous avons un peuple et des personnes qui comprennent généralement, globalement, c'est bien compris ces gestes barrières. Le respect des gestes barrières, c'est-à-dire Patrick Pelloux, que même si les chiffres aujourd'hui qui semblent inquiétants, qui nous rappellent justement le mois de février, 1000 nouveaux cas de coronavirus par jour, 13 hospitalisations en réanimation depuis vendredi. C'était à peu près ce qui se passait fin janvier, début février. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui, mais nous sommes mieux armés pour contrer cette éventuelle deuxième vague. Exactement. On est mieux armés. Elle ne sera pas plus meurtrière, cette deuxième vague ? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Je ne sais même pas si le concept de deuxième vague, parce que la deuxième vague, on nous l'a vendu déjà avant même la fin du confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avant même la fin du confinement, il devait y avoir la deuxième vague fin mai. Puis après, on nous a dit ça sera vers le 10 juin. Puis après, c'était mi-juin. Puis après, c'était à la fête de la musique, etc. On ne l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Donc c'est peut-être en train d'arriver. Elle est ou peut-être pas. Ou peut-être que c'est l'évolution écologique normale du virus qui est en train de passer de l'Est à l'Ouest. Un sursaut éphémère. Peut-être. Il faut être très humble par rapport à ce qui se passe et ne pas lancer une inquiétude grandissante dans le pays par rapport à ça. Je pense que si la population comprend les gestes barrières, que le masque est rendu beaucoup plus large sur son obligation, on va freiner l'épidémie. Ça suffit. Parce qu'on a vu encore Emmanuel Macron, chef de l'État, chef de guerre aussi, puisqu'il appelle ça une guerre. Encore une fois, hier, nous dire tout va pour le mieux qu'on puisse espérer. Continuons de respecter les gestes barrières. Ce n'est pas léger par rapport à ce que nous dit le Conseil scientifique ? Alors, il y a plein de questions dans votre question. Premièrement, sur le vocabulaire, c'est pas une guerre. La guerre, il y a un néant par rapport à la chose de la justice. Or, la justice fonctionne encore dans notre pays. Les institutions fonctionnent encore. Ce n'est pas une guerre. C'est une épidémie. C'est une pandémie mondiale sur laquelle dans les hôpitaux, vous n'avez pas eu l'impression d'être en guerre. Mais non, il faut replacer le vocabulaire là où il est. Mais oui, c'est un mauvais terme. Je suis pas d'accord sur la guerre. On l'a pas connue et voilà. On a la guerre. Vous pouvez employer ce mot pour les attentats islamiques en France. Oui, bien sûr, parce que c'est des armes, parce que c'est le néant de la justice, évidemment. Mais c'est pas une guerre. Deuxièmement, le chef de l'État est dans son rôle. Le Premier ministre est dans son rôle, le ministre de la Santé est dans son rôle, les institutions d'État sont dans son rôle. Il y a ce conseil scientifique. Je pense qu'il faut dissoudre le conseil scientifique. Vous le demandez ce matin ? Moi, je demande à ce que finalement, il a vécu, il avait peut-être son rôle, j'en suis même pas sûr, pendant ce qu'on a appelé l'état d'urgence sanitaire. Maintenant, il faut le dissoudre. Je pense qu'ils sont en train de tourner en rond autour d'une table et en train de se demander ce qu'ils peuvent pondre. On n'est pas sur une dictature du conseil scientifique qui va décider de ce qui va se passer. Les médecins ont pris trop de pouvoir dans la gestion de cette crise. Peut-être. Ils ne sont pas restés à leur place. C'est même peut-être une autocritique, mais le pouvoir médical est un accompagnement des libertés et de la société. C'est pas un pouvoir qui va annihiler la liberté et la vie démocratique dans le pays.
Parce qu'après, vous pourriez très bien, ça peut être knock, en fait. Vous pouvez très bien rêver de la France confinée avec derrière chaque lumière un malade. Et d'un coup, la France ne serait plus qu'un hôpital. Non, la France, c'est autre chose. Et ça reprend... C'est ce que réclamaient certains membres du Conseil scientifique. Ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont tort. La France, c'est pas du tout ça. La France, c'est la liberté, c'est la construction humaniste, c'est un pays, c'est une civilisation, et ce n'est pas du tout un hôpital. Il ne fallait pas aller dans ce sens-là. Dans une pandémie, dans l'épidémie que nous vivons encore au quotidien, nous avons besoin de références, nous avons besoin de professeurs. Mais vous les avez. Vous les avez. La structuration du ministère de la Santé a toujours été comme ça. Avec la direction générale de la santé, la direction des hôpitaux. Vous avez des fonctionnaires qui ont été formés, qui sont très compétents. Je le dis avec d'autant plus de force que souvent, on n'est pas d'accord sur les moyens donnés dans les hôpitaux, et notamment sur la permanence des soins. Mais bon, ça, c'est un débat, d'accord. Mais on est armé avec tout ça. Il n'y avait pas besoin de monter un conseil scientifique, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez monter des conseils de tout. Aucune utilité hier, encore moins aujourd'hui. Exactement. Ce conseil scientifique. Ouais, je crois. On ne le remplace pas. Ce n'est pas un problème de personne. C'est pas un problème de personne. Je pense qu'ils ont aucun rôle et qu'ils servent pas à grand chose, sincèrement. Ils ont quand même émis des recommandations. Hier, regardons-les. Améliorer l'accès aux tests de dépistage. Vous êtes évidemment d'accord. Mais ça, tout le monde le dit. Mais sauf que ça ne marche pas, Patrick Pelloux. Pardon, on le voit en Mayenne. Mais je suis d'accord. On a voulu dépister 300 000 personnes, l'entièreté du département. Une semaine après, seulement 25 000. Mais oui. Et c'est un problème parce qu'en effet, nous avons des demandes. Alors il y a l'espoir de voir arriver ces tests. C'était l'espoir qu'on avait au mois de février-mars. Ces tests sont arrivés très lentement. Là, à l'heure actuelle, il faut trouver les personnes pour faire les tests. Et c'est difficile. Donc d'un coup, c'est lent, c'est très lent à mettre en place. Pourquoi cette lenteur française, là où la Corée du Sud, par exemple, y arrive très bien? Parce que justement, beaucoup de professeurs ont été consultés dans les années 80 et ils ont dit il y a trop de médecins en France, donc on va limiter le nombre de médecins. Donc du coup, on a un problème du nombre de médecins en France. Après, il y a eu des théories dans les années 90 de dire et moins il y aura de professionnels de santé, moins il y aura de dépenses de l'assurance maladie. C'était les fameuses lois Juppé. Très bien, on a limité le nombre de soignants. Et là, c'est ça que nous payons aujourd'hui. C'est ça qu'on paye. Depuis 2003, depuis la canicule de 2003, c'est ça qu'on paye. Autre recommandation du Conseil scientifique qu'il faut dissoudre, selon vous. Reconfinement local, plan de prévention pour les grandes métropoles, au cas où cette deuxième vague apparaîtrait à l'automne, avec à nouveau du télétravail, à nouveau des fermetures d'écoles. C'est à envisager ou pas, non. Il ne faut surtout pas revenir à ce que nous avons vécu au mois de mars et avril. Vous voulez l'écroulement de la France. Vous voulez l'écroulement de la France. Si vous arrêtez, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, on va avoir une crise sociale et économique monstrueuse. Vous avez bien vu ce qui se passe dans le monde de la culture à l'heure actuelle, dans le monde des arts, d'accord ? Vous le voyez chez les restaurateurs, chez les hôteliers. Enfin, et puis là, ça va être décliné. Ça va être la chute des dominos. L'économie prime sur la santé ? L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, si vous n'avez plus d'économie, si vous avez une crise sociale, la pauvreté va s'aggraver et donc l'état de santé global du pays va s'écrouler. On peut pas. C'est pas possible. Donc, en effet, c'est ce qu'on dit. Augmentons l'importance du masque, notamment au niveau extérieur, et c'est bien que des maires le fassent, c'est bien que la maire de Paris ait décidé de le faire. Toulouse également, à partir de ce matin. Mais c'est logique. Les premiers foyers que vous avez eus, notamment en Italie, c'était dû au marathon, d'accord ? Bon, donc d'un coup, on limite ça. Deuxièmement, le gel hydroalcoolique, vous remarquerez, c'est formidable. Quel beau pays nous avons. Le gel hydroalcoolique, vous le voyez dans toutes les boutiques. Avec parfois d'ailleurs une efficacité on n'a jamais qui 100%. Reste à prouver. On ne sait pas vraiment ce qu'on se met sur les mains, Patrick Pelloux. On n'a jamais 100%. On n'a jamais 100%, mais globalement, c'est fait. Et quand vous allez dans le métro et le train, bien sûr, vous avez toujours 1% d'imbéciles, ça c'est sûr. Il y a des problèmes avec le port du masque, avec toujours les mêmes. On n'oublie pas la violence avec la mort absolument abjecte du chauffeur de bus de Bayonne et le monsieur qui s'est fait passer à tabac dans une laverie hier. Ce masque, Patrick Pelloux, est-ce qu'il faut une consigne nationale claire ? Parce qu'aujourd'hui, on laisse les maires et les préfets décider. Bien sûr. Est-ce que Emmanuel Macron, Jean Castex, Olivier Véran doivent à un moment prendre la parole, c'est dans ces prochaines heures, pour dire port du masque obligatoire en extérieur sur tout le territoire national ? Mais bien sûr. Il faut
un problème de santé publique et de pandémie tel qu'on a pour éviter qu'il y ait le port du masque obligatoire partout. C'est quelque chose de simple et c'est quelque chose de compréhensible par tout le monde. C'est utile. Je porte le masque, je me protège, mais je vous protège. Là, c'est vraiment un geste citoyen qui est pas cher. Vous comprenez? Et vous protégez la population. C'est pour ça que d'un coup, quand certains ont dit on va abandonner les jeunes à leur propre contamination, se laisser se contaminer entre mais eux. comment la République pourrait, Éric Côme, irresponsable, comment on peut dire qu'on abandonne des pans entiers de la population à leur triste sort? Nous avons pris en charge des jeunes qui étaient atteints de myocardite à cause du coronavirus, mais je souhaite à personne de connaître ça pour ces gamins. C'est hors de question. Et puis dire après, les gamins ne vont plus aller voir leurs grands-parents et leurs parents, l'isolement tue. Mais le masque en extérieur, utile, véritablement efficace? Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu les clusters, c'est uniquement dans les milieux clos, dans des soirées. Non, pas forcément. Non. Ça c'est une petite musique qui dure depuis. Avez-vous des éléments scientifiques qui disent oui, le masque en extérieur est efficace? Mais si on avait mis le masque en extérieur, vous n'auriez pas eu ce qui s'est passé à Turin. Après les rassemblements de foule, si vous laissez les rassemblements de foule sans masque, eh ben vous aurez à nouveau, comme ça s'est passé avec le rassemblement des évangélistes qui étaient dans un milieu clos, ils n'avaient pas de masque, ils se sont tous contaminés, ça a donné le foyer énorme sur Mulhouse. Donc vous voyez, c'est quelque chose de simple, de pas cher, qui nous permet la meilleure prévention. La semaine dernière, Éric Ciotti, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise, a dénoncé un système hospitalier débordé. On a réduit les chances des personnes âgées, beaucoup auraient pu vraisemblablement être sauvés. Patrick Pelloux, est-ce que vous vous êtes senti visé ? Y a-t-il eu des patients oubliés à l'hôpital, aux urgences ? Non, je me suis pas senti visé. Moi, je respecte profondément l'analyse des députés parce que les trois chambres qui analysent cela, c'est-à-dire le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, c'est ceux qui sont les représentants du peuple. Donc, c'est tout à fait respectable. Je ne me sens pas visé parce qu'en aucun cas, nous avons limité les soins et l'accès aux soins des personnes, quel que soit l'âge. Parce que le tri aux urgences est une réalité quotidienne. Alors expliquez-nous, c'est l'occasion. Comment trie-t-on les patients quand ils arrivent aux urgences ? Quels sont les critères ? Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est la vulnérabilité ? Est-ce que c'est la pathologie ? L'âge, non, mais c'est très intéressant votre question. Je crois que nous avons une société qui est totalement basée sur l'âge et c'est une énorme connerie en fait. La première chose que vous dites quand vous arrivez, que vous rencontrez quelqu'un, vous dites quel âge il a, d'accord ? Vous arrivez sur le monde du travail, c'est quel âge il a, d'accord ? Et l'âge conditionne tout. Hein. On vous a bien conditionné par la société de consommation. Là, votre vie, elle est rythmée par votre anniversaire. C'est complètement ridicule. Est-ce que l'âge prend compte dans le tri des patients aux urgences ? On a ceux qui rentrent dans les critères, c'est en fait les antécédents. Et en fait, ce qu'on a appliqué, c'est la loi Claes-Leonetti sur le fait qu'on ne doit pas d'acharnement thérapeutique. Alors en effet, des personnes qui étaient grabataires, séniles, dans des lits médicalisés, qui ne bougeaient plus, dans des EHPAD ou à domicile, ça ne sert strictement à rien de les emmener en réanimation, de leur mettre un tube, un respirateur, parce qu'on sait qu'on n'améliorera pas leur avenir. D'accord ? Donc c'est ça qu'on a mis en jeu. On a mis en jeu ça. Quand Éric Ciotti dit qu'on a été débordé, évidemment qu'on a été débordé, notamment la réanimation médicale. Et c'est là où finalement, et ce que je souhaite, c'est que les députés, dans leur analyse, dans leurs conclusions, arrivent à se dire on a fermé trop de lits de réanimation. 4000, enfin en réanimation en tout cas, oui. À l'hôpital, 4000, le Ségur qui veut en rouvrir 4000, bien sûr. C'est tout de même assez cocasse. C'est cocasse, c'est le jeu des pendules, d'accord, c'est les allers-retours, et ça veut dire une chose, c'est que le politique doit reprendre la main sur le monde hospitalo-universitaire médical, qui lui-même disait qu'il fallait fermer des lits. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un débat par rapport à ce qu'on veut sur le système de santé. Il faut rouvrir le Ségur, ça n'est pas allé assez loin, ça n'est pas satisfaisant. On ne peut rouvrir le Ségur que si on change radicalement beaucoup de choses sur le monde de la santé, et notamment le monde hospitalo-universitaire. Ce que j'ai demandé à Jean Castex quand je l'ai vu la semaine dernière, c'était d'ouvrir la démocratie à l'hôpital.
Il faut arrêter les votes des médecins entre eux par corporatisme. Il faut ouvrir la démocratie à l'hôpital. Il faut, par exemple, élire par l'ensemble des médecins. Là, je vais dire un truc qui va peut-être choquer un certain nombre de mes confrères, mais il n'y a pas de raison que les doyens ne soient pas élus à la fois par les médecins de ville, les médecins des cliniques et les médecins hospitaliers. Eh ben, ça ferait une meilleure coordination. Mais bien sûr. Réclame. Mais bien oui, sûr. Patrick Pelloux. Mais bien sûr. Mais Merci bien sûr. beaucoup Patrick Pelloux d'avoir été Merci à notre vous. invité ce matin. Vous réclamez la dissolution du Conseil scientifique sur RMC. Merci. Il est 8h55.